Bonjour à tous. Donc, je voudrais moi aussi commencer par quelques remerciements. Donc, je remercie d'abord l'association ADAPI pour m'avoir sollicité, en particulier Monsieur Pourrin. Très heureux d'être là. Je pense que c'est un moment d'échange, ça ne va pas être de l'information descendante. Alors évidemment, je vais parler de l'aspect médical du syndrome Prader-Willi, mais sachez que les médecins comme moi sont aussi très demandeurs d'avoir des informations et même des enseignements. On est assez inculte tout ce qui est, en ce qui me concerne en tout cas, de ce qui se développe dans le maillage médico-social pour la prise en charge de ces patients. Donc là, je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs parmi vous de la prise en charge médico-sociale. Et c'est très important, à mon avis, de mettre, voilà, on va planter un peu le décor sur le plan médical, mais pouvoir échanger entre ces deux secteurs qui ne sont pas vraiment cloisonnés, mais M. Pourrin l'a dit, l'hôpital est un petit peu voilà, dans sa tour d'ivoire et vous êtes sur le terrain 2 fois par an. Moi je vois Gaspard et puis la plupart des gens qui sont attachés à sa prise en charge, c'est quasiment du quotidien. Donc avec ces remerciements, alors je vais rebondir un petit peu, donc c'est très utile, c'était non seulement très émouvant, mais aussi très utile, votre discours, M. Pourrin. Et ça illustre bien. D'abord, je me présente, donc ça a été dit, moi je suis médecin, je coordonne, je dirige un service. Alors l'endocrinologie, on va faire simple, c'est les hormones, mais aussi, on va dire, l'obésité quand elle existe. Et pourquoi les endocrinologues sont un peu au premier plan dans la prise en charge multidisciplinaire, c'est un mot très important, multidisciplinaire aussi sur le plan médical, et les parents le savent bien, ça a été décrit, s'il n'y avait qu'une spécialité, ça faciliterait l'agenda des familles, mais qui est vraiment extrêmement chargé en termes de consultation. On va parler de l'aspect très spécialisé du sommeil, de la respiration, ça a été dit, avec l'aspect orthopédique, etc. Mais beaucoup, surtout sur ça que je vais insister, beaucoup des aspects du syndrome de Prader-Willi proviennent d'un dérèglement, on va dire, hormonal, je ne vais pas parler simplement, avec la partie supérieure du cerveau qu'on appelle l'hypothalamus, qui contrôle une glande qui est très importante, qu'on appelle l'hypophyse, qui est dans le cerveau, qui contrôle, on va dire, la majorité des hormones. Ça, c'est le premier point. Il y a des déficits hormonaux qu'il va falloir compenser. Mais le deuxième point, c'est que même endroit du cerveau, l'hypothalamus, il y a les centres de la faim et de la satiété. Et donc, globalement, c'est un tout. Ça se passe essentiellement là. Après, il y a des aspects du neurodéveloppement, des aspects au niveau du sommeil, on vous en parlera. Il y a aussi le sommeil et la respiration, c'est aussi commandé en partie par le cerveau. Donc il y a une explication pour dire que voilà, au niveau national, les centres de référence sont en général coordonnés, dirigés par des endocrinologues qui sont des spécialistes des hormones. Donc voilà, et j'associe le Prader-Willi, il faut insister aussi, c'est une maladie rare. Donc sur le plan médical, en France, on a la chance d'avoir depuis des années une particularité en Europe. On a des centres de référence de maladies rares. Il y a eu un plan maladies rares qui a vraiment permis d'avoir des moyens hospitaliers pour de nombreuses maladies rares. Et dans les maladies rares, le syndrome Prader-Willi en particulier, je pense que la prise en charge repose toujours sur un trépied. Il y a les professionnels médicaux et paramédicaux, et j'associe aux soignants et aux professionnels de la prise en charge les acteurs médico-sociaux. Donc nous sommes des professionnels, pas forcément dédiés que au syndrome Prader-Willi. Ensuite, il y a les associations. Ça, les associations, elles sont spécifiques de la maladie. Sans association, ce tandem ne peut pas fonctionner. Et il y a une troisième partie du trépied dont on parlera très peu aujourd'hui, mais ce sera plutôt dans les perspectives. Mais il ne faut pas diaboliser l'industrie pharmaceutique, qui joue un rôle dans les maladies rares, parce que moi je pense qu'il faut compter sur l'industrie pharmaceutique pour développer les médicaments de demain, en particulier dans le syndrome Prader-Willi. Et donc quand tout ça fonctionne correctement, associations, professionnels, éventuellement en collaboration, l'industrie pharmaceutique, ça veut dire que c'est des essais cliniques, c'est tout ce qu'on peut développer pour demain en termes de prise en charge médicamenteuse, ça passe forcément par ce qu'on appelle des essais cliniques, et ça se fait en collaboration entre l'hôpital et l'industrie pharmaceutique. Voilà un petit peu le décor, et donc moi, aujourd'hui, je vais essayer de balayer de façon assez simple les différents aspects de la prise en charge médicale du syndrome de Prader-Willi. Alors voilà, un petit résumé. Et puis, je pense, comme je l'ai dit, je vais aller assez vite, je ne vais pas monopoliser la parole, et puis il y a un temps d'échange qui est assez important, qui sera à mon avis très intéressant. Donc la fréquence, vous l'avez là, donc c'est à peu près 1 sur 20, sur 25 000 naissances par an. Chaque fois que je vais m'arrêter, je vais surtout
me servir de témoignage très important de M. Porin parce qu'il a vraiment illustré le parcours d'un patient à travers lui. Ça commence à la naissance. On a la chance finalement d'avoir un symptôme qui est quasiment, dans 100% des cas présents, c'est l'hypotonie néonatale. C'est-à-dire que c'est un nouveau-né qui, s'il n'avait pas cette hypotonie majeure, ne se distinguerait de rien. Il n'y a pas de morphotype, même si je reviendrai un peu, c'est une idée reçue qui est un peu trop forte dans le syndrome Prader-Willi, il n'y a pas vraiment des traits caractéristiques à l'examen. Donc il n'y a évidemment pas d'obésité, et même à la limite, je vais un petit peu insister, dans les premiers mois de vie, c'est même des enfants qui sont anorexiques, ils ne veulent pas manger. Et donc du coup, ce qui fait évoquer le diagnostic, c'est l'hypotonie. En clair, les maternités, les gens qui voient des nouveau-nés à la naissance, les pédiatres, savent que tout enfant hypotonique qui naît doit faire l'objet de la recherche d'un syndrome Prader-Willi sur le plan génétique, en gros une prise de sang. Alors, il y a beaucoup d'enfants qui sont hypotoniques, c'est quoi? C'est un enfant, c'est une poupée de chiffon, qui ne tient pas sa tête, qui est tout mou, et qui en plus pose des problèmes pour déglutir, etc. Donc c'est assez inquiétant comme tableau, et donc ça peut être une maladie neurologique autre, et donc dans 9 cas sur 10, l'hypotonie peut-être n'est pas en rapport avec un syndrome Prader-Willi, ça peut être une souffrance périnatale, transitoire, mais en tout cas l'hypotonie néonatale, et ça a évolué, je vous montrerai des données là-dessus, au cours des 20 dernières années, il y a une information donnée à tous les médecins, les sages-femmes, les maternités, un enfant hypotonique égale possiblement un syndrome Prader-Willi, il faut faire la recherche génétique systématique, même si beaucoup de cas, on ne confirmera pas, ce sera autre chose. Mais ça veut dire qu'en France, parce que la France est bien passée à ce niveau-là, fait pratiquement le diagnostic chez 100% aujourd'hui, 100% des syndromes Prader-Willi sont diagnostiqués dès le premier jour de la génétique, mais quelques jours arrivés, et ça c'est fondamental. Le morphotype, il ne faut pas y compter, même s'il y a, comme ça a été dit, beaucoup d'idées reçues ou d'images trop installées, même dans l'esprit des médecins. Si vous parlez à un médecin qui n'a jamais vu de syndrome Prader-Willi, il va vous dire forcément je ne peux pas le rater, ça va être une obésité, ça va être, etc., un morphotype particulier parce que c'est un syndrome génétique. Non, le morphotype est des fois strictement sans particularité. La petite taille, on verra, c'est une évolution sans traitement qui est spontanément, l'enfant va évoluer à une petite taille, encore une fois en rapport avec ces perturbations hormonales. Parmi les hormones que sécrète l'hypophyse, c'est l'hormone de croissance. Tous les enfants de Prader-Willi ont un déficit de sécrétion d'hormones de croissance, donc si on ne les traite pas, ils sont petits, et vous savez que déjà, ils ont une tendance à prendre du poids, pour les raisons qu'on reprendra, mais si vous avez tendance à prendre du poids et qu'en plus vous ne grandissez pas, c'est-à-dire que la corpulence, évidemment, va être encore plus déséquilibrée. Alors, ce que j'ai appelé, c'est des termes, de la recherche de nourriture, l'hyperphagie, avec une tendance à l'obésité. Alors pourquoi j'ai mis une tendance à l'obésité? C'est-à-dire que si on ne fait rien, l'obésité, elle va se développer. Mais comme ça a été très bien dit, si on met en place une prise en charge adaptée, on peut prévenir l'obésité. Quand dans une série pédiatrique, en général, on a à peu près 70% des enfants dont l'obésité est contrôlée. Mais ça se fait avec des efforts très très importants, et en particulier par l'entourage. Ce sont vraiment... L'hyperphagie, c'est le fait de manger beaucoup. Mais si on mange beaucoup, ça veut dire qu'on laisse l'enfant manger. Donc l'hyperphagie n'est qu'une conséquence de ce que j'appellerais des compulsions alimentaires, des obsessions pour l'alimentation, des conduites alimentaires qui sont permanentes, y compris la nuit, qui envahissent l'enfant parce que les centres de la faim et de la satiété ne fonctionnent pas normalement. Un enfant, Prader-Willi, peut avoir des sensations de faim même au décours d'un repas. Alors normalement, le phénomène normal, c'est que vous mangez, vous avez une hormone qu'on appelle la leptine, qui va signaler à votre cerveau que c'est bon, on vient de manger, donc on a une sensation de faim qui disparaît, et qui reviendra quand on sera à jeun un peu plus tard. Ce n'est pas du tout le cas chez les sujets Prader-Willi. Sensation de faim permanente qui fait la différence avec un enfant qui, 25% des enfants en France sont en surpoids, 5% sont en situation d'obésité assez sévère. Je ne parle pas des enfants de Prader-Willi. Bon, ces enfants-là mangent, mais quelle est la différence? C'est que quand ils dorment, ils ne se réveillent pas parce qu'ils n'ont pas une sensation de faim qui les réveille. Quand ils jouent, quand ils vont à l'école, ils ne pensent pas aller chercher de la nourriture. L'enfant Prader-Willi, ça sera mieux traduit par les familles que moi-même, mais il y a un comportement alimentaire qui est pathologique. Donc ça, c'est quelque chose qui envahit les patients. J'y reviendrai. Si ce n'est pas contrôlé, et tout le monde ne peut pas forcément avoir des parents, des soignants, un entourage, c'est difficile de contrôler un enfant qui cherche la nourriture,
qui ne peut pas, qui est très très mal s'il ne s'alimente pas. Donc ça pose des problèmes chez certaines familles, on ne contrôle pas l'obésité. Donc du coup, ça c'est la différence entre des enfants Prader-Willi et un enfant qui serait en surpoids ou en obésité sans syndrome Prader-Willi, c'est que ces sensations de faim sont permanentes, alors qu'un enfant qui a une obésité classique, c'est très très différent. Il n'est pas envahi par des compulsions alimentaires. Alors tout ça pour dire que l'obésité peut être la conséquence d'une hyperphagie si on ne la contrôle pas, mais si elle est contrôlée, ça ne s'arrête pas là. C'est pas gagné d'avoir un enfant qu'on accompagne sans surpoids, sans obésité. C'est que ces sensations de faim gênent les acquisitions. Elles sont tellement envahissantes qu'elles gênent la concentration d'un enfant, qu'elles vont à tout moment l'inciter à penser à autre chose qu'à apprendre, à acquérir des connaissances à l'école, etc. Et c'est aussi très lourd, ça a été dit, c'est le fardeau. Ces troubles du comportement alimentaire sont aussi un fardeau pour l'entourage familial parce que c'est permanent, ça demande une vigilance, ça demande des règles de vie, ça a été dit, une hygiène alimentaire, une activité physique régulière à imposer, etc. Et donc des fois, ce fardeau il est trop lourd. Et donc on se met des fois à la place des familles qu'il ne faut évidemment pas culpabiliser en disant il y a des enfants qui sont Prader-Willi avec une obésité extrêmement sévère parce que tout ça n'est pas forcément géré parce que c'est difficile. L'hyperphagie, le trouble du comportement alimentaire, donc l'hypotonie ça a été dit, mais l'hypotonie donc ça permet le diagnostic à la naissance, elle persiste, c'est-à-dire qu'il y a un muscle qui a tendance à avoir cette hypotonie, c'est un muscle-là qui manque de force, et donc ça peut en partie expliquer les troubles respiratoires, certains troubles respiratoires, parce que la respiration ça se fait avec le diaphragme, qui est un muscle, etc. Mais c'est aussi probablement une grande partie responsable de la scoliose, puisque la scoliose qui est des fois très très sévère, c'est-à-dire une colonne vertébrale qui se tord, qui des fois doit être opérée pendant l'enfance, ça a été dit, parce que la colonne vertébrale n'est pas malade, l'os n'est pas malade, mais une colonne vertébrale, ça se tient droit parce que c'est entouré d'une masse musculaire. Donc tout ça, les muscles, ça font partie aussi, voilà, on sort un petit peu du côté hormonal, vous voyez, l'aspect neuromusculaire fait partie aussi des signes et des modes de présentation de ces enfants. L'handicap mental, le retard des acquisitions, le trouble du neurodéveloppement est une constante, mais là aussi on a une grande variabilité. Là, ça, probablement, je ne rentrerai pas dans les détails, mais je reviendrai sur une diapositive sur les différents modèles, les différentes formes de causes génétiques du syndrome Prader-Willi. Certaines peuvent être associées avec des formes d'autisme plus ou moins sévères. Donc c'est pour ça que tout enfant de Prader-Willi, comme toute maladie, en particulier toute maladie génétique, c'est pas parce que le mécanisme est à peu près le même que les enfants vont avoir la même évolution. D'un enfant à l'autre sont très variables. Il y a des données constantes, mais il y a des données aussi qui sont très variables d'un enfant à l'autre. On décrivait par exemple le cas d'un enfant qui est capable d'être au collège. Pour certains enfants, c'est pas possible. Ça, on sait bien. Ça, il y a une disparité parmi les enfants de Prader-Willi en ce qui concerne leur capacité à acquérir des connaissances, à pouvoir suivre un programme scolaire. Trouble caractériel, il y a quand même un caractère un peu particulier. Alors, c'est des enfants qui sont très attachants, qui ont plutôt un caractère doux, qui sont des fois très sympathiques dans le sens de l'humour. Par contre, peut-être un trait comme peut-être mauvaise tolérance à la frustration. La frustration, ça ne plaît à personne, mais ces enfants-là, s'ils sont frustrés, et souvent c'est sous-tendu par des sensations de faim qui peuvent être aussi facteurs déclenchants, donc des colères. Voilà. Il peut y avoir des traits caractéristiques de chez ces enfants qui posent quand même un problème pour justement l'adaptation dans certaines structures. Les troubles à la commande respiratoire, je vais passer parce que vous allez avoir une spécialiste qui va vous en parler. Et donc tout ça peut être associé avec l'âge, avec un certain nombre de problèmes de santé importants. Très vite sur la génétique, ça se passe au niveau d'un chromosome qui est le chromosome 15. Il est dans la plupart des cas, donc en gros, il faut que le chromosome 15, il faut à la fois qu'il soit exprimé par le chromosome du papa, le chromosome de la maman. Là, il y a un défaut d'expression du chromosome 15 paternel, peu importe. Mais vous voyez qu'il peut y avoir des différentes anomalies, comme ce qu'on appelle une délétion, le bout du chromosome 15 est parti. Mais sans rentrer dans les détails, qu'est-ce qui est important à savoir sur le cancer? C'est une maladie génétique. On ne voit jamais de fratrie avec plusieurs
les enfants de Prader-Willi, donc parce que génétique, on dit ça veut dire que ça va recommencer dans la fratrie pour un autre enfant, c'est pas le cas. Et c'est pas une maladie qui se transmet pour différentes raisons. Donc c'est génétique, mais non transmissible, jamais plusieurs cas dans la même. J'ai dit qu'il peut y avoir, ça peut expliquer, comme il y a vous voyez, différentes causes génétiques, différentes anomalies du chromosome 15. Certaines sont plus sévères que d'autres, en particulier sur le plan de ce que j'ai dit des traits autistiques, qui peut être plus sévères dans ce qu'on appelle des anomalies de l'empreinte génétique plutôt que la délétion. Mais par contre, c'est très important parce que moi je crois, parce que finalement ça ne me rajeunit pas, mais les premiers patients Prader-Willi que j'ai vus il y a 30 ans, on n'avait pas du tout la connaissance que c'était sur le chromosome 15. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas moyen de confirmer, comme je l'ai dit, en quelques jours, le diagnostic. C'était un diagnostic qui était clinique, et souvent, on attendait ce que devienne l'enfant, et souvent c'était le fait d'avoir, à partir d'un certain nombre de mois, voire d'années, évolué tous les symptômes que j'ai évoqués précédemment pour dire ça c'est un syndrome Prader-Willi. On était à l'époque, on faisait un diagnostic clinique, c'est-à-dire c'était la présentation du patient qui disait c'est telle maladie génétique. On ne savait même pas l'origine sur le chromosome 15. Donc l'intérêt aujourd'hui, sur la prise en charge des patients, vous, moi, ça ne fait pas tellement la différence. Par contre, en effet, ça permet de faire un diagnostic très très rapidement et d'avoir une prise en charge adaptée dès les premiers jours. Alors voilà l'hypotonie, voilà, c'est impressionnant, c'est-à-dire qu'un nouveau-né qui ne peut pas du tout se tenir droit. Et voilà ce qu'on appelle la dysmorphie. Est-ce qu'on peut reconnaître un enfant Prader-Willi au visage? Franchement, c'est pas possible. Donc, il peut y avoir, on y reviendra, des traits qui reviennent. Quand je dis ce que j'appelle moi des idées reçues, ce que j'aime pas, c'est si la première chose que je dis quand je rencontre des parents, c'est surtout n'allez pas voir Internet, parce que vous tapez Prader-Willi sur Internet, vous allez voir, comme souvent en médecine, on vous donne des photos, voire des dessins, où on prend la forme la plus sévère pour illustrer le syndrome quand tout est présent. L'obésité, la petite taille, des traits éventuellement caractéristiques. Donc l'hypotonie néonatale est importante pour le diagnostic. Et cette première plaque permet de différencier plusieurs phases. On a vu ce continuum dans la présentation de M. Porin. Alors, sur le plan médical, on aime bien un peu stratifier les choses. Les premiers mois de vie, c'est ce qu'on appelle la phase neurologique. Là, on fait le diagnostic, mais ce n'est pas du tout la phase où il y a ce qu'on va développer un peu plus loin, c'est le trouble du comportement alimentaire. Au contraire, l'enfant, j'emploie un mot qui est un peu déplacé, il est anorexique. Le nouveau-né, le nourrisson Prader-Willi, il est anorexique, il ne veut pas manger. Il a non seulement des troubles de déglutition, mais il n'a pas du tout envie de manger. Au point où la plupart, même encore aujourd'hui, ont besoin d'avoir une sonde. Une des raisons pour les hospitaliser pendant plusieurs semaines, Gaspard, combien? 8 semaines, voilà, 8 semaines, c'est la moyenne, c'est parce qu'ils ont besoin d'avoir une sonde, il faut les alimenter en injectant le lait dans l'estomac par une sonde parce qu'ils sont incapables de téter. D'accord ? Alors, ça c'est la première phase. Il y a une hormone qui est spéciale. Alors, il y a des hormones qui sont difficiles chez le Prader-Willi, mais chez d'autres enfants aussi. L'hormone de croissance, je vais y revenir. Il n'y a pas que les enfants de Prader-Willi qui ont un déficit d'hormone de croissance. Par contre, il n'y a pratiquement que les enfants de Prader-Willi qui ont un déficit dans une hormone qu'on connaît beaucoup moins bien, qu'on appelle l'ocytocine. Et l'ocytocine est, on va dire, une hormone qu'on appelle l'hormone de l'attachement et donc un rôle important entre le lien qui se fait dès les premiers jours entre le nouveau-né et la maman, ça c'est une première chose. Et c'est aussi une hormone qui est importante dans les fameux troubles de la déglutition que présente le nouveau-né. Aujourd'hui, depuis à peine 2 ans, grâce aux travaux du professeur Maïté Taubert, qui est une collègue et une amie, on a mis en évidence l'intérêt de substituer, ce n'était pas le cas des enfants il y a quelques années, systématiquement, tous les nouveau-nés en France reçoivent de l'ocytocine pendant quelques jours. L'ocytocine, je fais ce geste-là, c'est une hormone qu'on instille dans le nez. Et donc, du coup, cette fameuse phase où on est obligé de garder les enfants plusieurs semaines, voire des fois 2-3 mois à l'hôpital, est extrêmement réduite. On arrive pratiquement à corriger les troubles de la déglutition. Donc ça, c'est une première approche. Il n'y a pas que ça, mais en fait, de garder un nouveau-né 3 mois, d'attendre qu'il veuille téter, ces relations qui seront importantes pour toute la vie entre la mère et le nouveau-né peuvent être mieux corrigées aujourd'hui avec un traitement qui n'existait pas il y a quelques années. Évidemment, cette phase d'anorexie est que transitoire, et après, on va avoir une longue phase où, là aussi, je stratifie de façon schématique, on n'a pas tellement de changement dans la présentation des symptômes de l'enfant. C'est-à-dire, c'est un peu la phase endocrinienne où on va avoir la mise en place
de tous ces troubles qui sont liés à ce dysfonctionnement. Hypothalamus, c'est-à-dire le cerveau supérieur, la glande qui est juste au-dessous de l'hypothalamus, l'hypophyse, cette glande va sécréter plus ou moins bien beaucoup d'hormones, en particulier l'hormone de croissance. Donc, l'hormone de croissance est déficitaire. Tous les enfants de Prader-Willi sont traités par hormone de croissance. J'en profite pour dire que l'hormone de croissance, c'est une hormone qui fait grandir, c'est important pour les syndromes de Prader-Willi. C'est aussi une hormone anabolisante, c'est pour ça que dans le milieu sportif, de façon illégale, certains adultes qui ne grandissent plus peuvent se faire en cachette des injections d'hormones de croissance pour hypertrophier leurs muscles. Donc l'hormone de croissance chez un sujet Prader-Willi, c'est bien pour faire grandir, pour donner la tonicité aux muscles qu'ils n'ont pas. Et in fine, vous prenez en charge dans vos structures aussi les adultes ont besoin d'hormones de croissance. Nous sécrétons tous un peu d'hormones de croissance, même si nous ne grandissons pas. Et donc le traitement par hormones de croissance est aussi indiqué, la poursuite du traitement à l'âge adulte est aussi indiquée, parce que qu'est-ce que ça fait de ne pas avoir d'hormone de croissance à l'âge adulte? Et bien du coup, cette hormone de croissance est là pour maintenir notre trophicité musculaire, et donc on comprend bien qu'un adulte qui n'aurait pas d'hormone de croissance aurait une atrophie musculaire, une faiblesse musculaire, et aussi, quand j'ai dit que les sportifs s'en faisaient, c'est pas uniquement parce que ça fait développer le muscle, ça fait fondre la graisse. Donc un sportif n'a pas intérêt à être en surcharge adipeuse, et chez les Prader-Willi, vous comprenez aussi l'intérêt. Et d'ailleurs, l'indication, il n'y a que 5 maladies qui font l'objet d'un remboursement de l'hormone de croissance chez les enfants en France, dont le Prader-Willi. Mais le syndrome de Prader-Willi est une indication en soi. C'est pas parce qu'ils ont un manque d'hormone de croissance, parce qu'une autre indication, c'est un enfant qui manque l'hormone de croissance. C'est une indication de déficit d'hormone de croissance fait l'objet d'un traitement par hormone de croissance remboursé. Mais le syndrome de Prader-Willi, c'est une indication, c'est j'ai un syndrome de Prader-Willi, avec ou pas de déficit d'hormone de croissance, parce que l'hormone de croissance leur fait du bien aussi sur le plan du tissu adipeux, du tissu musculaire. L'hyperphagie compulsive, je change de mot, recherche d'alimentation, hyperphagie, obsession alimentaire, et j'ai mis obésité, sinon contrée. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une fatalité parce que quand la prise en charge est optimale, on arrive à contrôler et à prévenir le surpoids. Toutefois, les efforts sont d'autant plus importants, on y reviendra, mais m'appuie sur l'exposé que M. Porin nous a présenté, c'est aussi contrôler les choses sur le plan alimentaire, sur le plan d'activité physique, parce que prendre du poids, c'est tout un chacun, c'est trop manger, pas assez bouger. Donc il faut faire bouger ses enfants, il faut contrôler la mentale. Mais il y a une inégalité entre les sujets Prader-Willi et la population générale, c'est que prendre du poids, ou plus ou moins en prendre, c'est aussi quand on ingère des aliments, on les dépense en partie en calories. Notre thermogénèse, notre métabolisme de base utilise beaucoup de calories, beaucoup de nos aliments sont transformés en chaleur, tout ce que vous voulez. Le métabolisme de base de Prader-Willi est diminué. Donc du coup, même si on optimise les prises alimentaires, l'activité physique, ils auront quand même, c'est ça la justice, a une tendance à prendre du poids facilement. Tout ça parce que ces centres de la satiété, de la faim, et ce que j'ai appelé le métabolisme de base sont quand même contrôlés par ces centres au niveau de l'hypothalamus. Voilà la phase qui va être très très prolongée. On voit ces enfants petit à petit, s'ils ont des troubles d'apprentissage, ils sont accompagnés, ils ont une scolarité adaptée. Les troubles du comportement, je vais quand même en dire un mot, parce qu'ils ne sont pas majeurs quotidiens, même si ça a été dit, des fois quelques colères, etc. Il y a des enfants qui ont malheureusement des formes génétiques qui fait qu'ils ont des traits autistiques tôt dans la vie. Pas nier le fait qu'il y a des enfants de Prader-Willi qui s'expriment, qui vont à l'école, qui sont en collège, et puis il y en a qui n'ont jamais pénétré la primaire parce qu'ils sont incapables de suivre une scolarité. Ça, c'est des traits autistiques qui sont plus marqués. L'enjeu, c'est aussi leur évolution après la puberté. Là c'est l'endocrinologue qui parle. Un enfant qui, on va dire, n'est pas caractériel, pour faire simple, jusqu'à la puberté, il faut faire attention à ce qui se passe à la puberté parce que c'est pas qu'ils font leur crise d'adolescence, c'est que les hormones de la puberté, la testostérone chez le garçon en particulier, les oestrogènes chez la fille un petit peu, peuvent entraîner un certain levé d'inhibition. Donc du coup, ça peut être, moi en tant que pédiatre, je parle peut-être, monsieur pourra me corriger, mais la plupart des enfants que je suis n'ont pas besoin d'aller voir une équipe pédopsychiatrique spécialisée, certains oui. Mais par contre, à l'adolescence, il vaut mieux les entourer d'une prise en charge pédopsychiatrique parce qu'il peut y avoir plus de besoins à ce niveau-là. Et en tant que soignant, mais ça, les spécialistes le savent, comme il va y avoir l'hypophyse, cette glande qui est dans le cerveau, contrôle aussi la puberté. Et donc souvent, ces enfants n'ont pas une puberté normale, elle est soit absente, soit ralentie. Donc notre rôle est d'induire la puberté avec des hormones médicaments. Et là, il faut y aller extrêmement progressivement. C'est pour ça qu'en général, tous ces enfants sont suivis dans des centres spécialisés, donc il n'y a pas en général
de problèmes. Et il ne faut surtout pas donner, par exemple chez un garçon, de la testostérone médicament à forte dose, parce qu'on a vu dans le passé se révéler un tableau psychiatrique uniquement parce qu'on l'avait induit par un traitement. Donc la période de l'adolescence et la fin de l'adolescence et le passage à l'âge adulte, moi en tant que pédiatre, je ne peux pas tellement en parler, mais des fois, la prise en charge doit être accompagnée d'une équipe de psychiatrie qui éventuellement met en place des traitements parce que l'âge adulte peut s'accompagner de trucs qu'on ne voit pas forcément pendant l'enfance. Ce qui est un peu intéressant, c'est pratiquement tous les garçons ont des testicules qui sont mal ou pas descendus. Donc il faut, parce que là aussi, dès la vie fétale, l'hypophyse n'a pas joué son rôle et donc il y a une prise en charge. Et ça veut dire qu'il faudra aussi, le geste n'est pas très important, les opérer au niveau de la descente testicule et puis ça, suivre ça sur le plan hormonal. Ça, rapidement sur des données que je vais montrer pour montrer que je vais rapidement décrire sous cette forme-là. Jusqu'à une certaine époque, il n'y avait pas de formation des maternités, des néonatologues, des sages-femmes, etc. Et donc le diagnostic fait par le néonatologiste était fait dans à peu près 15% des cas. Et puis ça c'était avant les années 2000. Et puis plus tard, on a fait cette formation nationale, une sensibilisation des professionnels qui prennent en charge tout nouveau-né en France. Et qui fait que finalement, systématiquement, aujourd'hui, un néonatologue qui n'a jamais vu de prader-en-vie de sa vie sait que quand un nouveau-né est hypotonique, comme la photo que je vous ai montrée, il faut faire la recherche. Donc on a vu évoluer, il n'y a plus de retard diagnostique. Même je veux dire, sur une cohorte lyonnaise de plus de 100 patients, oui, et encore récemment, j'ai vu un patient chez lequel on a fait un diagnostic à l'âge de 3 ans. Alors c'est un peu catastrophique parce qu'évidemment, à l'âge de 3-4 ans, il y a déjà tout le tableau constitué, la petite taille, l'obésité, parce que finalement personne, jusqu'à l'âge de 3 ans, avait évoqué ça. Donc c'est un retard diagnostique qui est délétère pour l'enfant, qui peut arriver encore exceptionnellement. Mais j'insiste sur le fait qu'aujourd'hui, la prise en charge précoce est fondamentale pour le devenir de l'enfant. Et pour revenir sur ce cas, c'est vraiment c'est instructif au niveau des médecins. Les médecins, vous savez pourquoi ils n'ont pas fait de diagnostic à la naissance? Il y avait bien une hypotonie. Ils ont fait la recherche du prader-Willi, mais vous avez vu le panel d'anomalies génétiques que je vous ai montré, c'est pas une délétion, ça peut être aussi des choses plus rares. Ils se sont arrêtés sur le plan de l'analyse génétique à la cause la plus fréquente, c'est-à-dire la délétion. Ils ont fait une espèce de karyotype un peu particulier. Il n'y avait pas de délétion du chromosome 15, donc circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de prader-Willi. C'est une erreur de prise en charge. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ça peut arriver encore. Parler de l'hormone de croissance, important chez l'enfant, ça pose aussi l'injection est faite le soir. Dans les institutions, si vous avez des enfants qui restent sur le centre le soir, oui, c'est une hormone qui sécrète naturellement la nuit. Donc en gros, l'hormone de croissance, ça n'existe pas par la bouche. C'est une injection qu'on fait le soir en sous-cutané pour mimer la sécrétion naturelle qui fait que l'hormone de croissance, ça agit la nuit, on va dire. Quoi dire d'autre? Les perspectives, j'en parle tout de suite. C'est vrai que les parents le savent, c'est lourd, c'est un traitement quotidien tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a des perspectives. C'est une hormone, je vais y revenir, qui est très utile, il ne faut surtout pas ni arrêter, mettre en place ce traitement au plus tôt dans la vie et le maintenir à l'âge adulte. Alors ça, le maintenir à l'âge adulte, c'est pas évident, parce qu'il y a le problème, à mon niveau, en tant que pédiatre, des patients qui sont perdus de vue d'une structure spécialisée. Ça, c'est un gros problème qu'on pourra un peu débattre plus tard. Quand vous êtes un enfant jusqu'à 18 ans, vous êtes suivi dans un centre de référence pédiatrique, puis après, vous devenez un adulte, et là, on va dire un parcours de soins qui peut être particulier, qui fait qu'il n'y a pas forcément d'endocrinologue référent. L'hormone de croissance sera continuée à l'âge adulte, ça c'est important. Et donc dans ce cadre-là, j'essaie de caser chaque fois un petit peu des points sur les perspectives thérapeutiques. Je vais parler de l'ocytocine qui est déjà en place, ça porte chez tous les nouveau-nés. Il faut, alors du coup, les médecins qui sont là, des fois, alors soit ça se fait en collaboration avec le service de Lyon, soit les patients viennent à Lyon pour ce traitement-là, et puis repartent dans leur CHU d'origine. Ça, c'est une première perspective thérapeutique au niveau hormonal. Une deuxième perspective, c'est l'hormone de croissance quotidienne. Aujourd'hui,
Cette hormone de croissance existe sous la forme hebdomadaire. Donc on pourrait l'administrer une fois par semaine, ce qui serait peut-être en termes de qualité de vie une bonne chose. Alors ça prend un peu de recul, pourquoi? Parce qu'un des points importants, et ça c'est dans la prise en charge des patients, même qui ne relèvent pas de traitements hormonaux, tout traitement chez un sujet de prader-Willi doit être étudié minutieusement. Ce sont des patients qui ont une intolérance plus marquée que tout un chacun aux médicaments. Le métabolisme des médicaments est compliqué. Additionner des médicaments, vous savez que les effets secondaires des médicaments, ils ne sont souvent pas liés à un médicament, mais si un sujet vous en rajoutez sans savoir, un hypertenseur chez une personne âgée, un diabétique, on sait qu'on fait des tartines de médicaments, c'est là où on s'expose à des effets secondaires. Ces effets secondaires sont potentiellement beaucoup plus fréquents chez les sujets prader-Willi. Donc avant, c'est un nouveau médicament, même pour moi, l'hormone de croissance hebdomadaire, certes c'est l'hormone de croissance, mais bon, est-ce qu'elle est aussi efficace? Les données montrent que les essais cliniques montrent que c'est efficace pour faire grandir de la même façon que la forme quotidienne. C'est un peu moins efficace sur le contrôle du poids. Donc pour l'instant en France, il y a un consensus pour ne pas vraiment utiliser, mais ça, on y viendra. Donc ça c'est une perspective. Et d'autant plus que si je dis qu'il faut continuer toute la vie, entre guillemets, bon, c'est quelque chose qui est important. Donc j'ai déjà dit, ça fait grandir, bon, voilà, ça parle de soi, ça contrôle, en partie ça aide à contrôler l'adiposité, la masse grasse, en quelque sorte, ça aide, en soi ça ne suffit pas, mais ça s'additionne aux moyens pour contrôler l'obésité, qui est un point phare, hein. L'activité physique, la diététique, l'hormone de croissance, tout ça va dans le même sens. La croissance, la socialisation, alors je crois que la diapositive suivante, il y a des croix qui disent que, ok, vous pouvez passer la diapositive suivante si elle marche, voilà, je suis d'accord pour les 3 premiers points. Les derniers points, alors la socialisation, indirectement oui, si vous marchez plus vite, par exemple, un des effets quand on met l'hormone de croissance en place dans les premiers mois de vie, c'est pas la taille qui pousse, mais à exploser, c'est souvent l'enfant qui était prêt à marcher, il se met à acquérir la marche assez rapidement parce qu'on a relancé sa tonicité musculaire. Donc c'est pour ça que la socialisation, elle est améliorée par l'hormone de croissance, parce qu'en théoriquement, ça permet aux enfants d'avoir une activité physique, avec des déplacements, etc. plus importants. Et puis par contre, l'hormone de croissance, non. Sur le développement psychomoteur, il ne faut pas attendre, c'est pas fait pour ça. Donc voilà un petit peu, c'est impressionnant, c'est le même patient, vous voyez, traitement hormone de croissance, c'est des photos historiques, hein. Je ne sais pas pourquoi ce traitement a été mis en place aussi tard, peut-être parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de traitement remboursé, hein. Donc du coup, vous voyez qu'on voit bien sur sa courbe. Donc, en haut, c'est la courbe de taille qu'on voit qui était prête à sortir de la zone blanche, à avoir une petite taille. Et puis l'hormone de croissance a permis à la croissance de se développer particulièrement bien, d'avoir des parents grands à ce sujet, hein, parce que du coup, vous voyez que à l'âge de 17 ans, il est dans les valeurs hautes de la taille pour un enfant de cet âge-là, autour de 170 cm. Mais en même temps, si vous regardez sur la courbe du bas, qui doit être une courbe de poids, je ne vois pas bien, mais plutôt de poids, on voit que l'hormone de croissance, ça fait accélérer la courbe du haut qui est la taille, et ça fait aussi baisser la courbe de poids. Et dans les deux, la taille qui augmente, le poids qui est contrôlé, vous voyez que la corpulence, il n'y a pas de courbe de corpulence, mais est complètement transformée. Voilà pour l'hormone de croissance, c'est quotidien. Certains enfants ont d'autres déficits hormonaux. L'hypophyse, ça sécrète une hormone qu'on appelle la TSH qui contrôle la glande thyroïde. La glande thyroïde, c'est une glande qui est très importante, hein, qui est sur le cou. La thyroïde est strictement normale, mais elle ne peut pas marcher si l'hypophyse ne la stimule pas. Donc, il y a à peu près 50% des enfants qui ont besoin d'un traitement par hormone thyroïdienne, des gouttes de L-thyroxine ou un comprimé qu'on appelle le lévothyrox. Donc le déficit hormone de croissance, l'hypothyroïdie, tout ça c'est des insuffisances hormonales, ce qu'on appelle dans notre jargon l'hypogonadisme, c'est-à-dire le fait que l'hypophyse aussi contrôle la puberté, hein, contrôle la sécrétion des testicules chez le garçon, des ovaires chez la fille, donc ça peut être au moment de la puberté, nécessaire, c'est peut-être 30% des enfants, hein, qui ont besoin qu'on induise leur puberté, ou si elle commence normalement, elle va stagner. Et pourquoi il ne faut pas laisser stagner une puberté? Parce que la dernière poussée de croissance, puisqu'on a dit que la taille c'était très important, l'hormone de croissance ne fait pas la puberté, la poussée de croissance, qui est la dernière poussée qu'on fait dans la vie, c'est l'addition d'hormones de croissance plus les hormones de la puberté. Donc s'il y a l'hormone de croissance que vous injectez tous les jours, mais que la puberté naturelle ne se fait pas bien, on va y perdre, donc il faut accompagner. Vous voyez, petit à petit, on alourdit là aussi le fardeau médicamenteux chez ces enfants, chez la famille qui doit administrer l'hormone de croissance, éventuellement l'hormone thyroïdienne à la puberté, les hormones de la puberté. Voilà.
Le reste, c'est plutôt des symptômes dont on parlera c'est pas des dysfonctionnements hormonaux, c'est plutôt les conséquences du surpoids quand il survient. C'est des enfants, tout surpoids, toute obésité dans la population en France. Il y a 5 millions d'adultes diabétiques liés, on va dire, à un surpoids. Ça s'appelle le diabète de type 2. Les enfants de Prader-Willi font du diabète de type 2 s'ils sont en surpoids ou en obésité, mais de façon beaucoup plus précoce. Beaucoup d'enfants, quand je vous dis que c'est 5 millions de diabète de type 2 en France, mais en général tous des adultes, les enfants de Prader-Willi peuvent faire un diabète de type 2 lié à l'obésité dès l'adolescence. Alors du coup, l'obésité, je crois que ça a été déjà dit dans le témoignage, donc je vais aller vite, on fait ce qu'on peut. Ça, je crois qu'il n'y a rien de plus enrichissant que le témoignage des familles, parce que tout le travail se fait à leur niveau, essayer d'empêcher l'accès, d'éduquer leur enfant, de leur expliquer, il y a des petits trucs, quand tu as faim, voilà, je sais pas, un verre d'eau, etc. Il y a quelque chose que j'ai en train de chercher dans l'exposé de M. Pourrin pour des petits trucs pour détourner l'attention, voilà, et des fois il y a des parents qui disent, mais non, il n'a plus de sensation de faim. En fait, ces sensations sont là, mais il y a eu de la part de l'entourage, des processus de prévention qui fait que les enfants prennent sur eux. Alors du coup, ils ne s'expriment pas, comme ils ne se lèvent pas la nuit, on a l'impression que les enfants disent non, on peut le laisser aller, il ne va pas trop aller voler la nourriture à droite et à gauche, mais même si ça existe quelquefois, quand je dis les enfants prennent sur eux, c'est une énergie mentale vraiment très importante, et ça se fait au détriment de leur propre concentration. Donc finalement, cette sensation de faim, cette pulsion alimentaire, avec toutes ces conséquences sont très importantes, et on verra que c'est un des points non satisfaits aujourd'hui sur le plan de la prise en charge médicale, c'est le fait que pour l'instant, certes avec énormément d'énergie faite par l'entourage, on n'a aucun outil médical pour contrôler ces troubles du comportement alimentaire. Mais certaines perspectives thérapeutiques, on en parle depuis des années, vont se développer dans l'avenir. Voilà tout ce qu'on a dit. Voilà ce qu'on peut retenir. Les familles le connaissent bien, mais moi, des fois, la consultation, c'est ce qu'on retrouve. Le dernier enfant de Prader-Willi que j'ai vu, il était très bien, taille normale, poids normal, mais il attendait, parce qu'il parlait des semaines avant la consultation avec sa maman, je ne sais pas pourquoi, il avait envie de manger des œufs au petit déjeuner. Et pendant la consultation, moi je dis, mais c'est pas de souci, c'est revenu au moins 8 fois dans la consultation, on échangeait avec sa maman, c'est-à-dire qu'il y a des idées fixes. Quand vous comprenez qu'on est envahi par des idées fixes sur le plan alimentaire aussi, qui nous paraissent dérisoires, qui ne sont pas dérisoires pour les enfants, vous comprenez que c'est toute la journée, ils sont obsédés par des idées comme ça qui ne peuvent pas s'empêcher d'avoir. Vous comprenez que, à mon sens, ça se fait au détriment de beaucoup de choses. Et puis c'est aussi très très lourd pour l'entourage. On a parlé des parents, on parle aussi des fratries. Donc on a toutes les conséquences liées à ces troubles du comportement alimentaire. J'ai appris ça, des conséquences psychosociales et familiales. Et souvent on n'en parle pas assez. Voilà. L'équipe pluridisciplinaire, je suis désolé, c'est en anglais, vous voyez un peu la liste. Donc voilà le parcours du combattant des familles. C'est-à-dire que dans un monde idéal, il faudrait, quand on vient, certes 2 fois par an, c'est pas beaucoup, mais il faudrait voir tout le monde. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Il faudrait que, parce que on n'a pas les moyens, ça marche un peu mieux. Voilà, il faudrait qu'on vienne 2 fois par an dans le cadre du centre de maladies rares, mais on voit M. Cumin pour le dos, Dr Chen pour le respiratoire, Dr Nicoliou pour le droit, et on voit tout le monde le même jour. C'est pas comme ça que ça marche. Et donc il faut voir tous ces spécialistes, il y a aussi des spécialistes paramédicaux. Je ne parle pas des séances hebdomadaires depuis la naissance, de kiné, d'orthophonie, d'ergothérapie, et j'en passe. Voilà, tout ça avec le CESAD, avec tout ça. On voit l'intérêt, mais en tout cas, c'est des prises en charge multidisciplinaires, c'est un mot-clé qui sont effectivement nécessaires aux enfants et aux adultes Prader-Willi. Je vais arriver vers la fin. Je parlerai peut-être en dernier mot sur des perspectives thérapeutiques qui me tiennent beaucoup à cœur. Alors je ne sais pas s'il y aura des perspectives thérapeutiques pour les troubles du sommeil en termes de médicaments, mais sur le plan hormonal et sur le plan de tous ces troubles du comportement alimentaire, donc vous avez bien compris que sur le plan médical, ça nous préoccupe.
Bon, là, c'est des fiches hein, que vous pouvez disposer. C'est important que les structures médico-sociales, si vous en avez besoin, il suffit d'aller sur le site du centre de référence Prader-Willi. Donc, vous avez voilà, des petites cartes au cas où, comme je l'ai dit, les parents sont toujours là. Mais les patients Prader-Willi, ils sont fragiles. Moi, je dis toujours, quand on m'appelle en disant je vous appelle, que je connaisse ou que je ne connaisse pas, parce que nous avons un sujet aux urgences de l'hôpital X qui vient, il faut être prudent. Tout médicament, toute éventuellement anesthésie peut avoir des conséquences sur le sommeil, sur le métabolisme. Voilà. Tout peut être compliqué. Donc d'arriver dans un centre, et on peut comprendre qu'un centre hospitalier, les urgences, la plupart des médecins n'ont jamais vu un centre Prader-Willi, donc ils ne peuvent pas traiter, prendre en charge avec des médicaments qui paraîtraient simples, une anesthésie qui paraîtrait voilà, sans risque. Non, le Prader-Willi, ils ont toute une série de médicaments, on l'a vu, et donc voilà, donc ces cartes-là, ça existe, ça peut être utilisé. Oui, j'aime bien dire, faut pas voilà, dire qu'on est satisfait, que tout va bien. Il y a des progrès, et j'essaie de les lister de mon point de vue. Ce que j'ai appris, alors je ne dis pas que nous les pédiatres on se gargarise en disant on fait tout bien, ça va bien jusqu'à 18 ans, c'est après que ça se dégrade, hein. Ce ne serait pas sympa pour tout le monde, pour mes collègues, mais il y a quand même une question c'est le cas de beaucoup de maladies rares, de ce qu'on appelle la transition. Un enfant est suivi depuis la naissance dans une seule structure, c'est pas une question, c'est pas vraiment 18 ans, mais clairement, quand la croissance est finie, qu'on a 17-18 ans, il faut qu'il y ait des spécialistes de l'adulte, parce que nous, pédiatres, on ne sait pas faire certaines choses chez le même sujet à partir d'un certain âge. Il y a des spécificités. Mais cette transition, elle n'est pas évidente. Hein. Et donc, il y a, à mon avis, éviter dans un certain nombre de cas la perte de vue, le non-suivi d'un patient dans une équipe spécialisée à l'âge adulte, c'est un challenge. Les échanges comme on fait aujourd'hui sont sûrement, par manque de temps, et là je parle pour moi, pas suffisamment développés. Même si je sais qu'il y a une vie dans les associations, il y a beaucoup de choses qui se font, on essaye de collaborer, mais quand là on parle de maladies rares, il faut savoir que nous, dans le service, on a 6 centres de référence pour 6 maladies rares, donc ça nous prend beaucoup de temps et on n'est pas forcément assez disponible. Les milieux de vie, ça c'est peut-être quelque chose qui apparaît dans un débat, moi je me mets un peu en retrait de ça, mais je sais qu'un des challenges dans l'avenir, c'est pas que mieux traiter sur le plan médical, ça c'est des progrès scientifiques qui vont nous permettre, c'est aussi, pour moi c'est un besoin qui n'est pas satisfait aujourd'hui, qu'il est un petit peu dans certains pays d'Europe, l'autonomie à l'âge adulte. C'est un grand mot, clairement je crois que quand on dit ça doit parler aux familles surtout, parce que c'est quelque chose qui n'est pas résolu aujourd'hui. Quel niveau d'autonomie pourront avoir ces sujets à l'âge adulte? Est-ce qu'ils pourront vivre dans un appartement, seuls, etc., avec des structures qui le permettent? Aujourd'hui, c'est quand même pas tout à fait le cas. Quand je parle d'exemples, il y a des structures aux Pays-Bas où il y a peut-être des choses qui se font avec des appartements thérapeutiques qui ne sont pas forcément très développés en France pour les patients Prader-Willi en tout cas. Les liens, l'autonomie à l'âge adulte, voilà. Et donc voilà, du coup, mon dernier point, c'est moi en tant qu'endocrinologue, j'ai bien essayé de décrire cette pierre d'achoppement qui existe toujours, qui est, ce comportement alimentaire, il pose problème, à la fois pour la prise de poids qui n'est pas inéluctable mais qui peut se produire à tout moment, et puis aussi, s'il n'y a pas de prise de poids, d'obésité, ça retentit sur des acquisitions, sur le neurodéveloppement de cet enfant. Donc il faut vraiment progresser là-dessus. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a comme piste? Alors on a, au cours des dernières années, essayé là je vous parle de la recherche, et on a sollicité beaucoup de nos patients. Je remercie les familles qui ont participé à ce qu'on appelle des essais cliniques. Ça n'a pas un essai clinique, on a une hypothèse, on a un médicament, on demande l'autorisation, puis on le teste. Mais il faut bien que les malades le testent. Donc il y a eu des essais cliniques qui ont été fructueux. Je parle de l'ocytocine. Alors on attendait beaucoup l'ocytocine pour, on va dire, les troubles du caractère plus tard, pendant l'enfance, l'adolescence. Mais peut-être ça bouge un peu les lignes. Mais en tout cas, sur le trouble de la déglutition, c'est net. Je fais un point un peu particulier, mais on rentre un peu dans le détail. Mais par exemple, quand je dis que c'est des patients qui sont fragiles, une des causes d'accidents aigus qui arrivent des fois chez ces enfants, c'est le trouble de la déglutition, quel que soit l'âge.
Donc s'il mange voilà, quelque chose, des fois, ça passe de travers. Ça, c'est quand même lié au fait que la déglutition se fait mal au niveau de l'œsophage, et donc ça peut entraîner des fausses routes. Avec un pneumologue qui nous dira les conséquences des fausses routes, qu'elles soient connues ou mal connues, ça peut donner des encombrements, des infections bronchiques, voire des fois des accès d'insuffisance respiratoire aiguë, donc assez à traiter en urgence. Bon, tout ça pour dire que voilà, l'ocytocine, avec beaucoup d'années de recherche, aboutit sur le fait que voilà, ça va apporter un bénéfice très partiel à ces patients. Parce que l'ocytocine, c'est spécifique au prader-willi. Deuxième hormone qui est spécifique, j'en parle presque pas. La gréline, c'est l'hormone de l'appétit. Elle est très augmentée chez les prader-willi. Vous dire, c'est normal. Oui, mais il n'y a que les enfants de prader-willi qui ont une gréline, l'hormone de la faim, qui donne faim, qui est augmentée. Un patient non prader-willi qui est très obèse n'a jamais de gréline augmentée. Donc on a beaucoup fait d'essais en essayant de freiner cette gréline chez les enfants qui ont participé. Bon, ça n'a pas abouti sur un médicament aujourd'hui. Donc ça, on va dire que les pistes spécifiques, ça c'est un peu une leçon en connaissant quels sont les mécanismes des troubles du prader-willi, quels sont ceux qui sont spécifiquement impliqués dans le prader-willi. Ces deux hormones, par exemple, ça n'a pas, l'ocytocine un petit peu, n'a pas vraiment résolu le problème, on va dire, des troubles du comportement alimentaire. Donc finalement, on arrive à des perspectives thérapeutiques pharmacologiques, c'est-à-dire médicaments, qui sont très intéressantes, mais qui sont apportées par tout ce qui se développe dans l'obésité non liée au prader-willi. Vous avez tous entendu, ça fait la une, qu'il y a depuis 2-3 ans sur le marché des médicaments très efficaces chez tout un chacun, sujet obèse, ça s'appelle des médicaments injectables, soit quotidiennement, soit de façon hebdomadaire. Je ne sais pas si ça vous parle, un médicament chez l'adulte qu'on appelle le Wegovy par exemple, on en parle beaucoup dans les médias. Ces médicaments qui sont développés très rapidement, qui au départ sont des antidiabétiques, très efficaces, mais on s'est aperçu, les laboratoires surtout s'en aperçus que les patients étaient ravis parce qu'ils perdaient beaucoup de poids. Donc du coup, ils ont commercialisé comme médicament anti-obésité. Donc c'est très efficace. Et puis on appelle ça des agonistes du GLP-1, peu importe. Il y a des simples agonistes qui sont sur le marché aujourd'hui, et il commence à y avoir des doubles agonistes avec des effets sur le poids de plus en plus importants. On réduit le poids parce qu'on réduit la sensation de faim, on relance le métabolisme de base. Et donc ça, c'est un médicament anti-obésité qui est très efficace. Des obstacles en disant pour l'instant, ils ne sont pas remboursés. En tout cas, chez l'enfant, à partir de l'âge de 12 ans, on peut les utiliser, mais c'est 250 € par mois non pris en charge. Et chez les adultes, il faut avoir une obésité d'abord d'un certain niveau, dans tous les cas, avec une complication, diabète, hyperlipidémie, cholestérol, choses comme ça. Et la prise en charge n'est toujours pas, le médicament n'est toujours pas remboursé. Toujours est-il que ça se développe beaucoup et qu'on a en tout cas l'information en disant que c'est efficace. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus pour dire, et puis ce que je viens de dire est important, c'est comment demander aux familles de prendre en charge un coût pareil. Donc il n'y a pas, les enfants ou les adultes prader-willi ne sont pas encore de façon générale traités par ces médicaments, mais et puis parce qu'il y a des effets secondaires, je ne dirais pas au niveau digestif, en particulier pancréatique, qui posent question pour leur utilisation chez les enfants prader-willi. Mais ça, c'est une piste importante, parce que vous voyez, on commence, parce que l'obésité est un problème de santé publique mondiale, ce sera la première cause de dépenses de santé et de mortalité par complications cardiovasculaires dans le monde dans quelques temps. Les cancers, on commence à en traiter un certain nombre, mais l'obésité, ça explose. Donc du coup, il y a beaucoup de recherches qui se fait grâce à ce développement, on peut dire, de l'obésité commune sur la planète. Et ces médicaments, qui ne sont pas spécifiques du prader-willi, sont appelés à être efficaces, à utiliser chez l'enfant prader-willi. Et je terminerai par un dernier médicament. Donc, si vous me disiez, est-ce qu'on a ces médicaments puisque ma voisine en reçoit, est-ce que moi, prader-willi, non, pour l'instant, voilà, c'est un peu en stand-by pour la raison que je viens de vous expliquer, mais il y a quand même des perspectives intéressantes. Et il y a un médicament qui est utilisé dans des obésités rares d'origine hypothalamique, parce que le syndrome Prader-Willi n'est pas la seule cause génétique d'obésité. On est dans la rareté, mais il y en a d'autres. Et il y a un médicament qu'on appelle le 7-mélanotique qui est utilisé, d'ailleurs qui est remboursé dans un syndrome qui est très proche du syndrome Prader-Willi. Les troubles du comportement, la petite taille, plein de choses, il y a des spécificités aussi, qui s'appelle le syndrome Bardet-Biedl, et qui a un effet très net sur ces troubles du comportement alimentaire, et on est en tout début de l'utilisation. Donc ça, c'est très important, sauf que les premiers sont sur le marché, mais ne sont pas remboursés.
Et les deuxièmes n'ont pas encore, ce n'est le dernier médicament dont je viens de parler, est en cours d'essai clinique. On essaie de faire ces fameux essais chez le Prader-Willi, puisqu'on a dit un médicament. Je finirai par au moins quelque chose qui est positif. C'est-à-dire que je crois, dans les quelques années qui viennent, cette sensation, je vais faire simple, mais cette obsession alimentaire, qui est pour moi le fardeau principal sur le plan de ma spécialité, pourra être contrôlé par des médicaments, lesquels ne sont pas encore soit remboursés, soit encore testés, parce qu'en effet, avant de dire chic, il y a un médicament qui marche chez les autres. Le Prader-Willi, c'est un syndrome particulier qui peut répondre plus ou moins bien, mais surtout avec des effets secondaires. Donc actuellement, les essais cliniques continuent pour montrer que c'est non seulement efficace, mais sans toxicité particulière. Donc là, voilà, perspective qui clairement n'est pas à long terme, du style dans 10 ans, ce sera des médicaments qui ne sont pas spécifiques du Prader-Willi, qu'on n'utilisera pas n'importe comment, vous avez compris que c'est cher, etc., mais qui pourront vraiment apporter, à mon sens, un bien-être à ces patients et à leurs familles.